Fréquence protestante. Philippe Bilger. Philippe Bilger les soumet à la question. Didier Bourdon, auriez-vous la gentillesse de vous présenter ? Alors voilà, je m'appelle Didier Bourdon, je ne cache pas mon identité, je cache mon âge, vous pouvez tous aller sur Wikipédia. Voilà, je suis né à Alger en 1959. Ça fait déjà un petit bail, et puis voilà, on est rentré en France lorsque j'avais 3 ans et demi. Et là, j'ai eu l'occasion, comme mon père travaillait à l'EDF, de visiter plusieurs régions, le Pays Basque, où j'ai fait toute mon école primaire, ensuite l'Alsace, ensuite la région parisienne, et ça a nourri un petit peu mon univers pour le théâtre. D'ailleurs, j'avais embrassé l'idée de faire du théâtre assez jeune, puisque j'en ai fait même à l'âge de 8-9 ans. Et après, mon père m'a dit, tu veux faire du théâtre ? D'accord, mais... tu passes par la rue Blanche ou le conservatoire. Ça me fait sourire parce qu'il y a un grand monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Belmondo, c'est parce qu'on parlait de Jean-Paul Belmondo qui est mort, donc tout le monde le sait, et ça nous a tous touchés. Et j'ai été assez surpris parce que son père lui a dit la même chose, donc vous voyez. Et il a fait le conservatoire, Jean-Paul Belmondo. L'Algérie, ça a compté tout de même pour vous ou pas du tout ? Alors là où ça a compté, moi je n'ai aucun souvenir, mais ça a compté parce que en fait je me rends compte que malgré mon âge, bon je suis pas non plus, mais je sais que ma grand-mère avait 65 ans quand elle a quitté l'Algérie. Donc je me rends compte aujourd'hui que la déchirure que ça devait être quand même pour cette femme qui ne s'est jamais plainte d'ailleurs et qui était une femme très 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 solide, qui nous a quittés maintenant il y a longtemps. Donc quand même cet univers-là a bercé mon enfance. Après, du côté de papa, mon père était né à Pointe-à-Pitre. Alors, vous voyez, il y avait le côté aussi béquet, antillais. Donc, vous voyez, j'étais quand même un petit peu bercé dans des univers un peu exotiques. Mais l'Algérie, oui, le côté... la culture pied noir, quand même, bien évidemment, a bercé mon enfance. À 11 ans, vous avez déjà joué une pièce. Ah oui. Et c'était Les Boulingrins, qui était une pièce de ça doit être Courteline. C'est Courteline. Non, mais ce qui est terrible, c'est que ces temps-ci, quand je me mets à chercher, je dis hop, je vais plus trouver. De Courteline, et je jouais le personnage de Dériette, qui est une sorte. Alors c'est une pièce assez étrange d'ailleurs, de Courteline, parce que je l'ai relu il y a pas longtemps pour qu'une de mes filles la joue au lycée, enfin au collège comme on dit. Et en fait, la fin est très étrange parce que je me souvenais en effet que en fait Dériette c'est une sorte de pique-assiette qui s'installe chez les Boulingrins en disant oh là là, j'ai trouvé le couple idéal pour pouvoir vivre sans frais et à loisir. Et en fait, les Boulingrins, petit à petit, est-ce qu'ils se rendent compte vraiment que c'est un sale bonhomme ? Ils commencent à se disputer, ils commencent à s'insulter. Et à la fin, même ils mettent le feu à l'appartement. Et Dériette est obligé de partir. Et en fait, il y a quand même toujours une ouverture de compréhension de la pièce. C'est qu'à la fin, on ne sait pas trop si les Boulingrins se sont vraiment engueulés ou pas, ou s'ils ont fait exprès pour chasser l'intrus. C'est quand même très original, mais Courteline est un personnage très, très, très incroyable. C'était pour moi les prémices du surréalisme presque. Il y a du Kafka aussi dans Courteline, les personnages, les ronds de cuir. Et donc voilà, c'est une pièce sur le temps d'un acte, je pense, autant que je me souvienne, et on l'avait fait à Mulhouse, chez un garçon qui avait un petit théâtre en haut de chez lui. Son père était un monsieur certainement très important, parce que je me souviens, je m'étais trompé d'étage, et puis j'ouvre, et puis il y avait un grand piano à queue, le monsieur était au piano, j'ai dit, excusez-moi. Et petite pensée pour ce jeune homme qui est mort de la maladie bleue quelques années après. On l'a appris parce qu'on n'était plus à Mulhouse. C'était à Mulhouse, ça, en Alsace. Et voilà, j'ai une petite pensée pour ce camarade de classe qui était quand même déjà, avec le recul, je sentais bien qu'il était un peu différent des autres. Il devait savoir qu'il était très malade. Et il avait cette maturité qu'ont les enfants malades, vous savez. Et il était ravi parce que dans son petit théâtre, on a fait ce spectacle-là. Et voilà. Vous avez, quand on regarde l'ensemble de vos activités, Didier Bourdon, j'espère ne pas en oublier une, producteur, humoriste, chanteur, compositeur, scénariste, metteur en scène, j'en oublie certainement. Oui, je suis pas le seul. Les personnes qui ont fait le musical, en fait, sont un peu comme ça. C'est-à-dire, on n'est pas les premiers.
Réalisateur, peut-être ça se faisait moins à l'époque, mais quand je prends des grands exemples comme Jean Gabin est passé par le music hall, bon, bah, il a chanté, il a écrit peut-être pas, mais certainement il devait avoir quand même son regard sur les scénarios. C'est lui qui avait sorti la fameuse, c'est un film, parce qu'il y a trois choses qui comptent, le scénario, enfin l'histoire et l'histoire. Mais après, voilà, Fernandel était chanteur aussi, il devait écrire ses sketchs, enfin vraiment on n'est pas des couteaux suisses, mais il y a une obligation aussi d'être comme ça aujourd'hui, hein, pour se débrouiller, parce que les gens pensent pas à vous automatiquement. Donc quand je suis sorti du conservatoire, eh ben j'ai un peu galéré et j'ai rencontré mes deux amis Pascal Légitimus et Bernard Campan au théâtre de Bouvard. Justement, racontez-nous comment les Inconnus se sont créés. Avant, si vous le voulez bien, nous dire comment vous avez réussi à élaborer ces sketchs dont tout le monde a encore la nostalgie, je veux dire, ceux que peut-être un jour vous referez. Ah, j'aimerais bien. Alors on s'est rencontrés donc au théâtre de Bouvard, qui était donc une émission balbutiante, on va dire, puisqu'au départ d'ailleurs Philippe Bouvard voulait faire les grosses têtes. Et puis en fait il avait invité au départ des petits jeunes pour faire un sketch, pour animer juste la fin de l'émission. Ils se sont rendus compte, et d'ailleurs paraît-il c'est la femme de Bouvard qui lui a dit non, ça marche très très fort l'histoire des sketchs, tu devrais développer cette idée-là. Et donc fin 82 il l'a vraiment développé, et c'est là où j'ai rencontré Bernard Campan et Pascal Légitimus. Quand je dis rencontrer, c'est un peu faux d'ailleurs, parce que c'est là où ça s'est cristallisé notre relation. Parce qu'en fait, je les connaissais d'avant, puisque comme j'étais jeune papa à l'époque, il fallait que je gagne ma vie, et je jouais dans 2 cafés-théâtres à un moment donné, un 8h30 avec Pascal Légitimus, et une pièce de La Biche farfelue avec Bernard Campan. Et c'est peut-être parce qu'on se connaissait que le bouche à oreille est allé vite. Je crois que c'est Pascal Légitimus qui m'a dit tiens, il y a une émission où il cherche des acteurs. Et après, c'est moi qui ai dit à Bernard, tu devrais venir. Et après, bon, on a été admis au théâtre de Bouvard. C'était au gré à gré, hein, c'est-à-dire qu'il fallait que les sketchs plaisent à Philippe Bouvard. Et on a fait une sorte de groupe. On était un peu plus nombreux que nous trois. Il y avait Seymour Bruxelles, il y avait Smaïn, il y avait Mimi Mati, il y avait Michel Bernier. À l'époque, on était vraiment très unis. Et voilà, on a fait notre petite pelote au théâtre de Bouvard. C'était un moyen original d'écrire, parce qu'on écrivait à la va-vite, c'était presque improvisé sur scène. Et on a créé un petit phénomène, hein, à l'époque. Phénomène un peu surréaliste aussi, parce que on inventait tout. Par exemple, les portes n'existaient pas, les décors, donc on imaginait les portes, on les faisait en ouvrant comme ça, et les gens adoraient. Ce qui fait qu'après, quand le théâtre de Bouvard a eu du succès, je pense que Philippe Bouvard a eu la mauvaise idée de mettre des vrais décors, et ça a enlevé de l'imaginaire, vous voyez. Comme quoi, c'était plus proche de la comédie de l'art, ce qu'on faisait. Et d'ailleurs, les gens savaient très bien que c'était comme un apéritif. Les sketchs n'étaient pas peut-être d'un très haut niveau, mais il y avait toujours des bons moments, et ils le savaient, les gens. Ils savaient que c'était quelque chose de frais, de léger, de spontané. Et donc là, ça a cristallisé, pour reprendre l'expression stendhalienne, notre amitié. On était 5 avec Smaïn. Après, on est parti du théâtre de Bouvard parce qu'on sentait vraiment qu'on tournait en rond, en revanche. Ça, c'est une chose vraiment à laquelle, enfin, je pourrais en parler, c'est-à-dire vraiment, quand on est artiste, faut éviter en effet de trop ronronner, parce que sinon ça vaut plus la peine d'être artiste, on devient fonctionnaire, hein, entre guillemets, avec tout le respect que j'ai pour les fonctionnaires, bien évidemment. Mais voilà, c'est un métier où il faut toujours se remettre en question. Et donc voilà, on était 5, Smaïn est très vite parti, puisque ça c'était prévu, parce qu'il avait son one-man show, et Seymour Bruxelles nous a quittés il y a un peu plus de 30 ans. Et il est devenu radiesthésiste renommé sur la place de Paris. Avant de revenir aux Inconnus d'Illier Bourdon, j'aimerais savoir, jamais vous n'avez douté de cette vocation, vous n'avez jamais eu envie de faire autre chose? Alors c'est une jolie question, parce que je vois mes filles, j'en ai une qui va avoir 15 ans, l'autre qui a eu 11 ans il n'y a pas longtemps, et c'est vrai, je peux dire que j'avais ça en moi très vite, quoi. Et beaucoup d'artistes vous le diront. Je pense que pour reparler de Belmondo, j'ai cru comprendre, puisque j'ai revu sa vie, que lui c'était aussi une conviction, c'est-à-dire qu'au départ il voulait faire du sport, puis après ça a été vraiment le cinéma et le théâtre. On se pose pas la question. C'est vrai que je me suis pas posé la question. J'étais un élève brillant au lycée par la force des choses, parce que d'abord mon frère était très brillant et mon père m'a dit si tu veux faire du théâtre, il faut que tu aies un très bon bac, et puis ensuite la rue Blanche au conservatoire. Donc j'ai accepté le challenge, mais au moment de passer la rue Blanche, avant de savoir les résultats, il fallait s'inscrire. Et je voulais pas m'inscrire. Alors je me suis inscrit, je crois, en médecine, parce que c'était le plus tard. Mais vraiment, je me souviens en tout cas d'un moment douloureux. Je me disais, mince, si je l'ai pas, je me vois tellement pas rentrer en université, tellement pas, j'avais vraiment la boule au ventre. Alors que j'avais, 17 ans, donc j'aurais pu attendre un an de plus. Mais c'était vraiment, c'est vrai.
Et même après le conservatoire, où il y a eu des périodes de vache maigre, hein, on gagnait pas bien sa vie, d'ailleurs mes parents disaient, disons... non, j'ai toujours été convaincu. J'ai fait le théâtre de Bouvard, j'ai mis un peu d'argent de côté pour pouvoir nourrir mon fils et sa maman. C'est vrai, puis moi je m'en foutais, bon, c'est vrai, quand on a 25 ans, on s'en fout. Hein. Et après j'ai rencontré des inconnus et j'ai eu une phrase un jour, je la ressors aujourd'hui, j'ai dit à Bernard qui doutait, j'ai dit, tu verras, on sera les Beatles du comique français. Et alors Beatles c'est un grand mot, mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand je vois les jeunes qui m'arrêtent dans la rue, l'émotion encore ce matin d'un petit jeune, je voulais vous dire, franchement je pense qu'on a marqué les Français, c'est vrai, ça c'est touchant. Est-ce que, avant de voir comment ces sketchs fameux ont été élaborés, vous aviez d'emblée la même conception comique avec Bernard et Pascal? Voilà, ça fait plaisir d'avoir des questions intelligentes. J'essaye. Non, mais elle est bien, elle est belle cette question parce que en fait, les deux mon général, j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait, on est complémentaires et en même temps, on a quand même une même base. Mais en revanche, Bernard déjà faisait un spectacle un peu comme l'Espace et Chevalier, un peu absurde, un peu plus absurde. Et moi, je suis client, mais je faisais moins ça. Et Légitimus faisait déjà un spectacle avec Seymour Bruxelles beaucoup plus visuel. Et moi, sortant du conservatoire, j'ai appris de tout ça et je leur ai aussi certainement apporté. Et donc, il y a une sorte de trilogie là-dessus où on a travaillé beaucoup le visuel avec Pascal, entre autres. Hein, bien sûr, Pascal aussi nous a aidé dans les sketchs. Pareil pour Bernard, bien évidemment, pour écrire des sketchs un peu plus, même les chasseurs et tout, il était là. Mais disons que dans le côté un petit peu plus absurde, par exemple, c'est Bernard Campan qui a eu l'idée d'un sketch que je trouve fameux. C'est le sketch de l'info-jeu, c'est-à-dire inventer les informations par les jeux. C'est-à-dire, voilà, il y a eu, c'est très cynique, hein. Il y a eu tant de morts dans cette avalanche, combien exactement 2, non 4, enfin vous voyez le côté on le saura après la pub. Et là il y a d'ailleurs des internautes aujourd'hui qui apprécient ce côté déjà avant-gardiste du sketch. Bon, ça c'est l'esprit un peu Bernard, un peu plus caustique, un peu plus... Après moi je dois avoir le mien, mais on est toujours très mal placé pour parler de soi, mais ça a été à la fois donc vraiment une complémentarité. Et en même temps, je crois, la base est la même. Alors, quelle base? D'abord, beaucoup de tolérance. On accepte les autres, on regarde, ah oui, c'est formidable. C'est ce qui fait aussi la pérennité de nos sketchs, c'est qu'on sent vraiment qu'il y a une grande admiration réciproque. Et voilà. Concrètement, comment s'élaborait le sketch entre vous trois? Tout à coup une idée et vous travaillez ensemble, vous échangiez des traits d'esprit. Comment ça se passait? Alors ça se passait en plusieurs étapes. On faisait une première réunion, on avait chacun réfléchi à des sketchs. Là pour me rendre l'appareil, disons que sur Auteuil Passy, c'est moi qui ai eu l'idée du sketch au départ, mais je n'y croyais pas. Donc autour de la table, quand on disait, j'ai eu l'idée d'un sketch, les rappeurs, c'est des gens un petit peu aisés de Auteuil, Neuilly-Passy, qui disent, oh, on en a marre d'avoir de l'argent, d'avoir trop de facilité. Et d'un seul coup, Bernard est passé, mais c'est super ça. Ah bon? Et puis alors, voilà, on a écrit. Donc, vous voyez, l'osmose est importante entre nous trois. Et ça, je pourrais donner plein d'exemples comme ça, venant de part et d'autre. Après, la première réunion, donc on en avait peut-être 2, 3, je me souviens très bien, mais après on se séparait, on avançait chacun dans un sketch, on se dit tiens, je vais avancer là, on se retrouvait, on voyait le truc, on aidait le partenaire, parce que souvent on disait putain là j'ai trouvé des trucs, mais là je suis à sec, je sais plus où aller. Et c'est vrai que le regard extérieur nous permet toujours d'aller beaucoup plus loin. Donc on débroussaillait. Après, je vous cache pas qu'il y a pas mal de sketchs qui finissaient à la poubelle, hein, mais il y avait d'autres, on a tout eu, hein. On a eu des sketchs auxquels on croyait pas au début, qui à la fin se sont révélés formidables, hein, je trouve, enfin qui ont eu beaucoup de succès. Puis d'autres qui ont eu un avenir un peu moins joyeux, moins rose. Vraiment, c'était assez ouvert. Il y a bien sûr, il y a la base, c'est le travail, hein. Il y a le temps aussi, on avait un peu de temps pour écrire, c'est important, ça il faut remercier France 2 aujourd'hui d'avoir au moins 3 mois, parce que le temps, la maturation nous permet bien évidemment de rendre les sketchs plus profonds et plus aboutis. Et puis cet enthousiasme qu'on avait, parce qu'on savait qu'on passait à la télé quand même. Donc, vous savez, là ces temps-ci, j'écris encore des scénarios, même à mon âge, où je sais pas encore s'il va être produit, ce qu'on a fait pour les 3 frères et tout. Alors, on est entre nous, donc c'était enthousiasmant, mais en même temps, on se dit, est-ce qu'il va voir le jour? On parlait des problèmes procéduriers avec certains producteurs. Mais là, à la télé, on savait qu'on passait. Après, on savait pas si on allait renouveler la chose, hein, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux pour nous dire, ils ont fait tant d'audimat, ni rien. Puis notre producteur nous cachait le succès qu'on avait à l'époque. Et mais voilà, on était enthousiastes, et dans enthousiasme, il y a le mot Dieu, hein, théos. C'est pas anodin, c'est parce qu'il y a une sorte de
presque de devoir. Voilà, moi je suis très respectueux de ça. Avant de les offrir au public, Didier Bourdon, vous les montriez à d'autres en qui vous aviez confiance? Non, pas vraiment, puisqu'on les tournait. Je parle des sketchs visuels. Hein. Théâtraux, à la rigueur, on pouvait peut-être faire des petites répétitions devant des amis. Mais disons que déjà on était 3. On avait un copain pour le théâtre, Jacques Descombes, qui est un copain de conservateur, qui lui nous a aidé aussi pour le théâtre. À la télé, somme toute, on avait les réalisateurs. Il y avait Flamand, Bernard Flamand et Policino. Mais je pense que quand même on avait quand même, c'est le fait d'être à 3, c'est pas mal, parce qu'on avait un regard extérieur. On doutait toujours, mais quand Bernard doutait, j'ai dit non, ça c'est bien. Quand moi je doutais, les deux autres disaient non, ça c'est bien. Donc on était déjà quand même confiants. On savait qu'on avait au moins fait le meilleur de ce qu'on pouvait faire, quoi. Je ne suis pas un fanatique des humoristes d'aujourd'hui, à supposer qu'ils le soient. Hein. Notamment, je ne crois pas que sur France Inter, ils soient au niveau. Est-ce que la grande différence entre les inconnus et ceux d'aujourd'hui, c'est que vous moquiez avec esprit des ridicules du temps, mais vous n'étiez pas, à proprement parler, politisé. Et je vous voyais plutôt dans la lignée prestigieuse, pour moi, de Poiret et Serrault, par exemple. Oui, c'est un compliment. Bon, j'aime bien la formule avoir de l'esprit, c'est se moquer des autres. Avoir de l'humour, c'est savoir se moquer de soi-même. Moi, je pense qu'on a essayé de pratiquer l'humour, mais c'est naturel chez nous. C'est-à-dire que quand je dis l'humour, c'est-à-dire quand je joue par exemple Stéphanie de Monaco, enfin le personnage de Véronique, je défends le personnage. C'est-à-dire que c'est jamais premier degré. Et c'est, je pense, ce qui fait vraiment notre force. Même les chasseurs qui sont odieux, je leur je suis comme un avocat. J'ai dit, c'est pas de sa faute s'il est né comme ça. Il aurait pu naître différemment. Donc, on va essayer de le défendre jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est pas à vous que je vais expliquer cette affaire-là c'est sûr qu'il sera condamné, mais il faut essayer de comprendre s'il a pu être, bien évidemment, PDG d'une société. Il aurait peut-être, vous voyez, il y a toujours ce côté, et on défend les personnages. Et vous parliez de certains humoristes aujourd'hui. Oui, on sent bien qu'il y a plus d'esprit que d'humour. C'est-à-dire, on ricane sur l'autre. Alors, parfois, c'est brillant. Mais quelque part, c'est très limité pour moi. C'est très limité parce que c'est ce qui fait aussi la grandeur, même dans les grands sketchs de Coluche, c'est que le personnage, même un peu raciste, un peu machin, on sent bien là aussi qu'il y a un pauvre mec. Donc, vous voyez, il y a cette ambiguïté que j'aime dans la vie. Rien n'est jamais noir ni blanc, il y a toujours Et Dieu sait si dans Les Chasseurs, je fais un personnage odieux, mais enfin bon... Je le défends, mon personnage. Comme disait Brassens ne te moque pas des prostituées, t'aurais pu être le fils d'une d'entre elles. Donc il y a un peu de ça. C'est ça qui nous a habités. Mais quand vous, par exemple, quelque chose qui est vraiment hilarant, le sketch, si je ne me trompe pas, sur les Césars, c'est une certaine manière de ridiculiser quelque chose qui, en effet, parfois fait rire beaucoup de Français par le caractère corporatiste et grotesque. Oui, bien sûr, oui. Est-ce que, dans ce cas-là, vous décidez à un moment donné de vous en prendre à certains tabous français ? Oui, ça on l'a fait. On l'a fait. Après, c'est la manière de faire qui est intéressante. C'est vrai, quand on fait le cinéma, le doutage, par exemple, avec les trois actrices. Bon, alors ce qui est bien, c'est qu'il y a le fond, mais il y a la forme aussi qui est amusante. Moi, j'ai réglé quelques comptes aussi avec le théâtre, un peu subventionné. Vous savez, les pièces où il y a des phrases très alambiquées qui veulent rien dire. Les gens se pensent être intelligents parce qu'ils n'ont rien compris. Bon, voilà, c'est vrai, il y a quelques coups de griffe qui nous faisaient plaisir quand même. Ouais. Mais là, c'est vrai qu'il y avait des sketchs qui étaient un petit peu plus des pamphlets, on va dire. Voilà. Les inconnus, c'est une nostalgie pour vous très, très importante, ou est-ce que vous en êtes remis, en quelque sorte ? Non, oui, Je parle de vous trois, hein. Oui, de nous trois, oui. Alors, on a fait beaucoup de choses, en fait, oui. Somme toute, le nombre de sketchs. Maintenant, moi, je les regarde à nouveau, depuis quelques années. Avant, je les regardais pas. Maintenant, je les regarde et je prends plaisir, souvent, quand même, maintenant, parce que j'ai même oublié certains sketchs, d'ailleurs. Mais on a écrit beaucoup, en fait. En fait, ça a été une période très, très, très dense. Donc, un petit peu comme ce que je disais sur le théâtre de Bouvard, à un moment donné, on s'est senti un peu en routine, donc on est parti. Et ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire, on a fait du théâtre, on a fait 2-3 spectacles, je me souviens plus. On
reprenant de temps en temps quelques sketchs phares, on va dire, comme Télémagouille. Mais après, on a fait de la télé, on a dû faire 2 ans et demi de télé, où vraiment, pas tous les mois, mais d'ailleurs, on n'aurait pas pu, ou on aurait fait vraiment des choses moins intéressantes. Et après, on s'est dit, non, on arrête aussi. Et après, on a attaqué l'écriture cinématographique, qui est complètement différente, qui demande plus de temps, mais qui est encore autre chose. Et là, on a fait des films dont je suis très fier. Je trouve Les Trois Frères, Le Paris, et un film que j'aime beaucoup. Mon père l'aimait beaucoup, c'est Les Rois Mages, d'ailleurs, qui est peut-être celui qui est le plus connu dans le monde entier, puisque les personnages sont bien sûr universels. Et le Trois Frères, Le Retour, qu'on a écrit il y a 7 ans maintenant déjà. Vous avez travaillé de la même manière pour les scénarios que pour les sketchs, même si c'est pas du tout le même registre. Ah, c'est pas du tout pareil, mais c'est pareil, mais avec beaucoup plus de temps, de temps. C'est-à-dire les sketchs, on divise pour régner, donc c'est un peu autre chose. Mais là, c'est carrément une continuité, un film. D'ailleurs, les personnages des films, notamment Les Trois Frères, ou même Le Paris d'ailleurs, les personnages sont un peu proches de nous. Même c'est pas nous, bien évidemment. Alors que dans les sketchs, on peut faire des personnages complètement différents. Bon, je dis pas que Légitimus dans Les Trois Frères, c'est exactement Pascal dans la vie, mais quand même, si vous voyez Les Trois Frères, il y en a un qui est un peu plus rangé que les autres, un qui est un petit peu plus bougon que les autres, et un autre qui est un peu plus bordélique que les autres, c'est Bernard. Il y a un petit côté comme ça dans la vraie vie à l'époque. Ce que j'aime énormément dans Les Trois Frères, par exemple, c'est que vous délirez véritablement. On a l'impression que vous sortez tous les trois radicalement de vous-même et que vous tombez dans une sorte de comique complètement dingue où vous jouissez de votre rôle d'acteur. Oui, ben on s'est bien servi. Puis alors là par contre, là, j'aime bien ça, aller jusqu'au bout d'un délire, surtout au cinéma où on se dit bon ben on a fait cette prise, on a fait celle-là, allons-y, on garde ou on garde pas. Et les gens veulent voir ça, ils veulent voir aussi. Alors là aussi pareil, il y a plein de scènes qui sont allées à la poubelle ou des tentatives qui sont allées à la poubelle, mais parfois il y a des choses. Par exemple, le sans patate, c'était pas gagné, mais j'ai dit, je le sens comme ça, quoi. Le mec sans patate, quoi. Et c'est vrai que la première fois que c'est en public, quand j'ai entendu le cas de rire, on était content, mais franchement, il y aurait pas eu de rire, j'aurais pas été étonné non plus. Parce que c'était pas gagné, quoi. Mais je sentais que c'était comme ça. Voilà. Alors voilà, il y a plein de petits mystères. Alors là, c'est un coup gagnant, mais je peux vous dire qu'il y a des coups perdants aussi. Des choses où dire, ah ben merde, tiens, ça passe pas, bon ben tant pis, Vous avez une activité artistique aussi importante tout seul, Didier Bourdon. Il y a eu quelques échecs, d'ailleurs justifiés ou non selon vous, mais est-ce que c'est difficile d'être seul quand on a fait partie d'un trio prestigieux sur le plan comique ? J'ai eu peur un peu quand même. Quand j'ai réalisé 7 ans de mariage, c'est la première fois que j'ai réalisé tout seul, même si Bernard va dire que c'est moi qui ai réalisé les films. Il était quand même un soutien déjà très fort psychologiquement. Et là, j'étais tout seul, mais j'étais déjà bien armé. Et j'ai un beau souvenir quand même de ce passage-là. Après, en tant qu'acteur, en fait, j'avais déjà fait d'autres films entre-temps. Hein. J'avais fait La Machine avec notre regretté François Dupeyron. Être acteur et ensuite retourner avec Les Inconnus, en fait, c'est pas un gros problème. Non, je dirais presque c'est un peu ma timidité d'ailleurs. Mais je regrette un petit peu, si j'avais un regret, de pas être allé au devant des gens. Parce que je sais que, je le vois par exemple avec Philippe Lachaud, les gens pensent que, oh ben voilà, il a ses succès, il a pas besoin de... Alors que je suis sûr, alors Philippe Lachaud, je le connais bien, mais peut-être pas assez intimement pour le moment, mais en tout cas, moi, à l'époque, entre Les Trois Frères et Le Paris, on m'aurait proposé de faire un film Sous le soleil de Satan, par exemple, je n'aurais pas dit non. Hein. D'ailleurs, au conservatoire, je passais de Shakespeare à Molière, à Harold Pinter, La Biche, Courteline... Voilà, je pense qu'un acteur a envie d'ailleurs parce que c'est toujours la même chose, hein, comique, tragique, comme le disait Socrate, enfin dans le banquet, quoi. C'est pareil, c'est la situation qui est différente, mais il faut incarner le personnage. Et c'est ça qui est intéressant. Alors ça peut être un personnage odieux qui fait rire, ou ça peut être un personnage odieux, comme dans les séries, qui tue tout le monde, et on a envie qu'une chose qui meurt à la fin. Vous avez vraisemblablement un futur qui vous entraînera peut-être vers des rôles plus dramatiques. Mais je veux ça, je veux ça. Enfin, entre autres, et la comédie, je ne laisserai jamais tomber, mais bon, voilà, alors je fais un appel, puisque mon agent... a du mal, mais ah oui, moi je vois des séries ces temps-ci où je me dis vraiment j'aimerais bien des fois. D'ailleurs, j'ai fait des choses très très dramatiques, mais à la télévision, avec Duringer, et puis aussi un téléfilm sur le burn-out qui ont été primés partout d'ailleurs, parce que voilà, c'était des grands rôles.
Et puis je sens bien quand même, hein, je veux pas jouer les faux modestes, mais je sens bien qu'il y a vraiment une maturité. Et puis voilà, je fais partie des acteurs quand même qui peuvent dire qu'ils sont acteurs aujourd'hui quand même. Je suis pas le seul, mais j'envoie du bois, comme on dit. Et c'est vrai que le temps passe et j'aimerais bien avoir ce plaisir-là. Même si les tournages parfois sont pénibles. Dans La mort dans l'âme de Duringer, il y a une scène où je tue mon gamin un coup de pistolet parce que bon, je veux pas dévoiler le pitch, comme on dit. C'est des moments violents à jouer, mais il n'y a pas que ça. Mais sinon, c'est beau aussi, toutes les scènes où je suis en prison avec l'avocat, le jeune Hugo Becker, qui est un très bon acteur. C'est sympa à jouer, c'est une autre partition, c'est une autre... Après, ça m'empêche pas après de jouer une comédie farfelue. La sincérité est toujours là. Et vous ne faites pas de choix entre le théâtre et le cinéma. Je vous imaginerais très bien dans des grandes pièces classiques. Oui, j'ai envie aussi. Ça. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que je me réserve. Mais alors, le théâtre, ces temps-ci, là, ça me remue un peu le couteau dans la plaie, mais on me propose des choses plus ou moins intéressantes, mais quand même, je peux toujours... je suis très, très demandé au théâtre. Après, le théâtre, c'est ça. C'est-à-dire que avec l'histoire du Covid, l'histoire d'un film qui est décalé, vous avez signé, c'est très difficile de s'engager. Et je n'ai pas l'énergie, je l'avoue, d'un Russo ou d'un Arditi qui moi, m'ont subjugué, qui pouvait tourner la journée et jouer le soir. Bon. Je dis pas qu'aujourd'hui il le ferait d'ailleurs, mais moi j'étais épaté parce que c'est des gens qui ont une énergie. Moi j'ai du mal, ça. J'ai du mal. Je dis pas que je pourrais pas le faire, mais... Comment voyez-vous, sur le plan artistique, votre avenir, Didier Bourdon? Est-ce que vous avez encore énormément de projets? Est-ce que vous allez inventer, élaborer vous-même? Est-ce que vous allez accepter les rôles qu'on vous propose? De quoi sera fait votre avenir sur ce plan-là? Alors, mon avenir, bien évidemment... Là, je travaille sur la suite de Madame Irma, donc vous voyez, je pourrais demander à mon personnage de me le dire. J'espère fortement pouvoir jouer une deuxième fois, ou une seconde fois, on va dire, parce que je ne vais pas faire un troisième volet. Madame Irma, c'est un très très beau rôle, parce que c'est un rôle de travesti, mais dans la grande tradition... théâtrale ou même cinématographique, c'est-à-dire vraiment avec un jeu, voilà. Dans le premier d'ailleurs film, j'avais été primé aussi. J'adore ces choses-là, c'est aussi très très sympa de jouer. Alors ce n'est pas un homosexuel, comme dans La Cage aux Folles que j'ai joué au théâtre avec Christian Clavier. C'est un homme qui se déguise en cartomancienne pour gagner sa vie, parce qu'il a un succès comme ça. Et puis il se trouve aussi qu'il a des flashs quand il est en Irma, et pas, vous voyez, donc on est dans un domaine un petit peu bizarre. Et c'est toujours très très sympa à jouer, bien évidemment, parce qu'on est un petit peu dans un monde un peu à part, un peu Twilight Zone, mais en même temps, dans le jeu, il faut être d'une sincérité à 100%. Donc ça me plaît. Après, par rapport aux autres, puisqu'on parlait d'avenir, vraiment, j'aimerais bien au cinéma ou à la télé, dans une série, ou au théâtre. Mais au théâtre, ça, je sais que j'ai des petites idées, mais pas tout de suite, parce qu'il y a toujours ces histoires d'emploi du temps. Mais quand j'aurais décidé un truc, je dirais, de toute façon, je refuse tout pour faire ça. Mais voilà, j'aimerais bien maintenant avoir des rôles un peu dramatique, aussi lourd que dans le comique. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. C'est-à-dire, vous savez, dans Les Trois Frères, c'est une tragédie, hein. Quand le mec, il dit sans patate, c'est un pauvre mec, quand il dit au début, oh non, c'est rien, c'est ma mère qui est morte, on sent que ça a été écrit comme ça, d'ailleurs. C'est trois types qui n'ont pas eu d'enfance, qui n'ont pas eu de maman, ce qui fait que la scène du Petit Prince, que Claude Berry, d'ailleurs, voulait couper à l'époque, je dis non, gardons-la, tu verras. Et c'est là où les femmes pleuraient et tout. Mais c'est vrai qu'elle est touchante avec ce petit enfant blond et les trois là qui lisent Le Petit Prince. On sent bien qu'ils n'ont jamais eu ça dans leur enfance. C'est des grands moments, hein, c'est des beaux moments, ça. Et d'ailleurs, Claude Berry, il nous manque parce que voilà quelqu'un qui a donné sa chance à Auteuil dans Hugolin, à Coluche dans Ciao Pantin. Enfin, franchement. Parce que je croise beaucoup de metteurs en scène qui disent oh, on aimerait bien vous voir dans un... trouvez-moi le rôle. Je vous dis, je peux pas. Comment êtes-vous dans le milieu artistique, Didier? Comment le voyez-vous, ce milieu? Est-ce que il vous plaît? Est-ce qu'il y a des clans? Oui, il y a des clans, bien sûr. Non, il me plaît pas trop. C'est normal, je suis pas un homme de milieu. C'est peut-être pour ça aussi, parfois. Déjà, au conservatoire, il y avait des clans, des choses comme ça. Mais bon, c'est humain. Comment dirais-je? Ouais, non, j'ai pas envie. Alors, j'ai pas du tout envie. Il y a un petit côté Versailles, bien évidemment. Il y a un petit côté, il faut faire. D'ailleurs, je l'ai fait de temps en temps, de manière toujours sincère. C'est-à-dire, je suis sorti un peu de ma coquille et dire à des gens, ah, j'aime bien ce que vous faites. Ah bon? Et puis, peu de temps après, comme par hasard, me donner un rôle.
Donc je crois qu'il faut que j'aille vers les gens, mais de manière sincère. Hein, je veux pas. Si j'aime pas la réalisatrice ou le réalisateur, c'est pas pour ça que je vais le flagorner ou flatter. Mais disons que c'est vrai que c'est un travail que je dois faire et que je fais de plus en plus. Quand je vois quelque chose qui me plaît, ben je le dis à la personne, que ce soit d'ailleurs metteur en scène ou acteur ou actrice. C'est ça pour sortir un peu, parce que les clans, oui, bien sûr, il y a. Moi, j'avais notre groupe, hein, les Inconnus, mais c'était pas ce qu'on appelle un clan. Vous avez de vrais amis? Dans le métier? Oui. Amis, non, parce que l'amitié, c'est quelque chose de rare et qu'il faut nourrir. C'est un petit peu comme. Oui, c'est un jardin secret, donc un jardin, faut l'arroser, faut tailler, faut surveiller, faut protéger du gel. Mais en revanche, des gens que j'apprécie beaucoup, oui. Je parlais de Philippe Lachaud, ça fait 2 films que j'ai fait avec lui. C'est un garçon que j'aime beaucoup, je le vois pas souvent. Arnaud Ducré, et puis je pourrais en citer beaucoup. Hein. Après, là, j'ai tourné avec Nathalie Baye, on s'est très bien entendu. Josiane Balasco, ça fait 3 films qu'on fait ensemble. Il y a vraiment, et c'est un plaisir de retrouver ces personnes. Je vous parle pas de réalisateurs, par exemple, Alexandra Leclerc, ça va faire le 3e film qu'on a fait, là. Il y en a un qui va sortir en décembre, qui est, je crois, formidable, avec Balasco, et voilà, c'est pas une amitié, mais c'est vraiment une relation forte et intellectuelle, en plus. On parle du métier et tout, voilà. Le splendide Didier Bourdon, je vais un peu en arrière, ça a été un peu le bronzé fond du ski. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ou oui, fait le poids, à votre avis, par rapport aux Inconnus, ou c'est très différent? Non, c'est pas très différent. D'ailleurs, je pense que le petit problème qu'on peut soulever aujourd'hui chez les jeunes humoristes, c'est qu'ils sont très seuls, ils font beaucoup de stand-up, on va dire. La chance des Inconnus, c'est qu'on était 3, donc on a pu aborder vraiment des sujets de société. On parlait des chasseurs, des policiers et tout. Et le Splendide, qui est encore plus nombreux, nous a inspiré pour ça, parce qu'alors eux, ils ont fait, alors ils ont pas fait de sketch vraiment, non. Mais ils ont fait des pièces, peut-être parce qu'ils étaient trop nombreux aussi pour faire des sketchs. Mais ils ont fait vraiment, alors ils ont parlé, dans Le Père Noël est une ordure, ils ont fait vraiment des personnages, ils ont, comment dirais-je, ils ont un regard sur la société, sur les jeunes de l'époque, sur les groupes, sur les hypocrisies, sur les solitudes. En plus, il y avait là, on parlait de complémentarité là aussi, hein, dans le Splendide, il y a quand même une complémentarité un peu étonnante. Certainement pas étonnante, c'est pas par hasard non plus. Et puis une écriture aussi, là, je parlais de Balasco. Balasco, c'est quand même une femme qui a une plume, hein. Là, d'ailleurs, elle a écrit une pièce de théâtre là, qui démarre là bientôt. Et je suis très admiratif de ça. C'est vrai qu'au départ, moi, l'écriture, j'aimais bien l'écriture poétique. C'est quelque chose que j'ai pratiqué depuis mon plus jeune âge. Mais les pièces de théâtre, c'était pas gagné. Sketch, alors, moi, j'y venais pas du tout. Et en fait, voilà, j'ai été aidé aussi par Bernard, qui avait déjà écrit pas mal de trucs. Et Pascal aussi, qui avait déjà écrit des spectacles de café-théâtre. Je n'ai jamais écrit ça, moi. Quand je sortais du conservatoire, vraiment, je ne jouais que le texte des autres. Même si parfois je les torturais un peu, ça pouvait arriver, mais... Vous avez parfois éprouvé une forme de jalousie noble devant certaines œuvres que vous auriez aimé écrire. Je pense par exemple, moi je mets de côté les Inconnus, bien sûr, les bronzés fond du ski, c'est quelque chose qui ne cesse pas de me faire rire, quoi. Ah non, au contraire, c'est moi je suis très admiratif, donc non, au contraire, non, c'est... Non, là, ce qui pourrait m'énerver, c'est des faux succès qu'on met en avant, ouais. Ça, c'est ça. Mais quand il y a vraiment une réussite, moi, au contraire, là, je suis très œcuménique là-dessus. Au contraire, ça me met même en joie. Je sais pourquoi ça me met en joie, parce qu'inconsciemment, je savais qu'on pouvait faire quelque chose de bien, nous aussi. Donc, plus on est nombreux, et ça nous a certainement poussé vers le haut, les bronzés, par exemple. Certainement. Il y avait ça, bien sûr, il y avait les Monty Python à l'époque, il y avait aussi des proches, il y avait Coluche, et se dire, alors, c'était pas une histoire, on va y arriver, mais on savait que, voilà, on adorait ces gens-là, je vois pas pourquoi on n'arriverait pas à mettre notre petite patte. C'est plutôt comme ça. Ouais. Les faux succès ne viennent pas, à votre avis, surtout du fait qu'aujourd'hui il faut être très politisé, et quand on l'est pas, c'est pas d'aujourd'hui, ça, je pense. Hein. C'est pas d'aujourd'hui quand même. Hein, j'ai le sentiment que pour un humoriste aujourd'hui, réel ou prétendu, il faut être de gauche. Oh, je sais pas. J'exagère.
Ouais, peut-être un peu. Peut-être un peu, parce que vraiment, alors après, je sais pas, regardez Florence Foresti, elle cartonne, on peut pas dire qu'elle soit ni de gauche ni de droite, c'est une immense artiste, voilà, elle parle. D'ailleurs, je pense que les grands artistes, dès qu'ils sont trop encartés, que ce soit de droite ou de gauche, s'ils sont un petit peu hémiplégiques, moi je pense pour être un grand artiste, faut être ouvert à tout, faut avoir le côté sombre, faut avoir le côté lumineux, faut avoir d'ailleurs, on demande ça aux artistes, parce que s'il faut faire partie d'un parti comique, on a tout perdu, là. C'est vrai qu'à France Inter, vous parliez de France Inter, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Mais moi, je pense que en tant qu'artiste jeune, j'aurais mal supporté qu'inconsciemment on m'oblige à pas dire ça ou dire ça. Il y a Gaspard Proust qui est formidable pour ça aussi, qui a pris de la hauteur. Voilà, moi je pense, hein, franchement. Après, il y en a un qui est génial, mais complètement fou, c'est Dieudonné. Dieudonné, c'est un comédien, un artiste remarquable. Bon, bah lui, il est tombé de l'autre côté du miroir. Mais il n'empêche qu'avant ça, il a fait des sketchs formidables. C'est un artiste. Oui, c'est très bizarre. Mais de toute façon, comment dirais-je, Dieudonné, par exemple, je sais pas, je le connais pas. Hein. Mais bon, il est passé de l'autre côté du miroir. Ça arrive. Il y a aussi Zouk dans un autre genre. La comparaison peut être bizarre. Mais moi, ce que je n'aime pas, c'est le politiquement correct. C'est ça. C'est le côté j'ai pas écrit ça parce que ça se fait pas. Voilà. À la rigueur, je dis pas que Dieudonné, mais bon, il écrit ses horreurs, un peu comme Céline. Je les sens pas calculateurs là-dessus. Ils sont tarés. Mais alors le pire, c'est quand on dit on va faire ça. Ça, c'est nous les inconnus. Jamais on aurait pu faire ça. Moi, j'arrête le métier. Hein. Si on me dit, attendez, il faut écrire ça, c'est beaucoup mieux. J'ai dit, non, moi, je le sens pas. Ah oui, ça va choquer des gens. Ça choquera. Ça choquera. le citoyen Didier Bourdon, j'ai eu l'occasion de vous rencontrer dans des débats médiatiques. J'ai l'impression que le citoyen s'intéresse de très près à la politique, à la liberté d'expression, à énormément de choses. C'est exact ? Oui. C'est-à-dire que oui, alors en tant que humoriste, c'est vrai qu'aujourd'hui on nous dit souvent vous ne pourriez plus refaire les mêmes sketchs. C'est pas impossible, en tout cas qu'on aurait plus de difficultés. Alors est-ce qu'on aurait fait notre chaîne YouTube ? Pas impossible non plus. Après, c'est la façon de dire les choses. Regarde, Blanche Gardin, franchement, elle a un peu la carte, mais surtout, elle dit des choses, si elle n'avait pas la carte, les gens diront, c'est misogyne et tout. Donc, vous voyez, il y a toujours un moyen de... Par exemple, quand on parlait du sketch, le doutage, là, qui est quand même une sorte de critique du cinéma un peu bourgeois et prétentieux. Bon, comme on l'a fait avec La Belle Manière, ou même quand Bernard faisait Henri Chapier, il n'a pas été critiqué parce que c'est tellement bien fait qu'à un moment donné, voilà. Alors il y aura toujours par derrière des gens qui essaieront de nous descendre, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais on peut pas empêcher le bel ouvrage est vainqueur quand même à l'arrivée. Et sinon, par rapport à oui, je suis très intéressé, bien évidemment. Après, je suis très humble là-dessus. Je regarde. Je trouve qu'il y a des gens intéressants de partout, souvent. Je suis un peu... Je connais pas bien les arcanes de la politique. Souvent, on est déçu après quand on connaît un peu les choses. C'est Disraeli qui disait si vous connaissiez les coulisses de la politique, vous n'en reviendrez pas. Et je veux bien le croire. Je pense qu'il y a des gens très sincères, mais je pense qu'à un moment donné... Vous savez, il y a une chose qui m'avait choqué, c'était Luc Ferry qui avait dit ça, et je veux bien le croire. Quand il avait été ministre de l'Éducation, il avait reçu des coups de fil de gens qui étaient bien opposés à son parti pour essayer d'avoir leurs enfants bien casés dans les... Oui, donc là ça vous met tout de suite en distance les choses. En tout cas, vous êtes curieux de la vie politique. Vous n'êtes pas forcément encaserné dans une conviction et une opinion. Non, après j'ai le petit défaut des artistes humoristes, c'est-à-dire on est un peu de droite quand il y a un gouvernement un peu trop de gauche, quoi qu'aujourd'hui ça veut plus rien, et vice versa. Si le gouvernement est un peu à droite, on va être de gauche. C'est un peu notre rôle de fou du roi, le rôle noble, d'essayer. C'est ce que je disais sur défendre les personnages. On n'a jamais été premier degré là-dessus. C'est ce qui fait la pérennité de nos sketchs. On n'est pas là à dire il est méchant lui. Non. On le montre méchant, mais on montre que peut-être qu'il a quelques circonstances atténuantes. Vous voyez qu'on a un rôle d'avocat de gauche. C'est ça qui plaît. Même les flics qu'on a fait, c'est pas des mecs brillants, mais on sent bien qu'on les aime quelque part. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la rue, les flics nous adorent certainement, parce qu'ils voient bien quand même qu'on n'est pas dupes.
Voilà, mais on n'est pas là à être premier degré parce que surtout, moi j'ai une petite phrase dans ma tête, je sais plus qui est-ce qui l'avait dit, c'est une vérité acquise et très vite compromise. C'est-à-dire voilà, il suffit de dire un truc pour que le lendemain, tout compte fait, c'est pas si sûr que ça. Donc voilà, en matière politique, en revanche, oui, voilà, la sincérité des personnes me séduit. Alors après, je sais pas s'ils sont sincères ou pas, mais en tout cas, si on sent bien, en tout cas, si quelqu'un est faux, alors ça, il aura beau dire les plus belles paroles du monde, je n'y crois pas. Et dans l'absolu, je préfère même quelqu'un de sincère, mais qui dit des choses qui peuvent m'égratigner. On va pas citer de nom, mais je le préfère parce que je sens qu'il est sincère. Après, bon, Hitler était peut-être sincère, mais encore, je sais pas s'il était si sincère que ça. Est-ce que vous êtes parfois invité dans les raouts artistiques, mondains, politiques? Est-ce que non, parce que j'ai toujours dit non. Vous êtes un peu sauvage? Oui, je suis un peu ours, c'est vrai, je l'avoue. Ça s'est fait avec le temps. Et puis je prends pas certaines substances. Alors déjà, je me suis fermé par quelques portes. Oui, là, vous êtes terriblement conformé. J'aurais dû faire semblant d'ailleurs. Ouais. Il y a des soirées, j'aurais dû faire semblant. Parce qu'on est persuadé que j'étais un... Parce qu'avec les trois frères, il y a des gens qui ont été surpris. Ils disent, toi, tu prends de la drogue et tout. Et je le dis avec beaucoup d'honnêteté. Donc non, parce que d'abord, je m'en méfie et je conseille à quiconque de... Après, chacun est libre, mais je pense que oui, le côté un peu allumé, je l'ai eu sans ces substances-là, je pense. D'où est venue votre passion pour la musique, Didier Bourdon? Vous composez, vous chantez? Non, bien sûr, mais c'est un plaisir. C'est un plaisir, et puis c'est même... ça a failli être d'ailleurs un métier, hein, parce que j'ai démarré par la guitare classique, à Mulhouse aussi d'ailleurs, donc les deux me plaisaient, mais je faisais de la guitare classique. Après Saint-Germain-en-Laye, j'ai un professeur qui trouvait que j'étais très doué. C'est vrai que je devais être pas mal parce que j'adore ça. Donc quand on adore quelque chose déjà, on a quelques échelons, on gagne quelques échelons. Après, pour devenir soliste, c'est encore autre chose. Et j'ai dû dire non, parce qu'à un moment donné, on pouvait pas faire les deux, mais j'ai gardé la guitare près de moi tout le temps. J'ai eu des amis, bien évidemment, à l'époque, guitaristes, musiciens. On a fait des bœufs, comme on disait à l'époque, ou des choses un petit peu plus élaborées. D'ailleurs, j'ai deux amis à moi, on parle d'amis, alors c'est vraiment des amis, qui sont toujours très proches de la musique, hein. Il y en a un qui est musicien et l'autre qui était prof de musicologie. Donc, et puis, mon père m'a fait découvrir la musique classique. Après, moi, j'ai découvert, bien évidemment, les Beatles, le Pink Floyd, tout ça. Et avec des amis, bien évidemment. Alors, on n'avait pas le Walkman. Le Walkman, ça avait été vraiment une révolution à notre époque, hein, dans les années 80, parce que la musique, on pouvait l'écouter que chez soi et tout. Et d'ailleurs, à ce propos, une petite parenthèse, je pense quand même au 19e siècle, d'ailleurs je crois que c'est Baudelaire qui en parle, c'était quand ils écoutaient par exemple une symphonie qui leur plaisait beaucoup, ils l'avaient dans la tête, ils devaient la graver dans la tête, parce que pour la réécouter, il fallait qu'ils attendent un autre, je sais pas, peut-être ils devaient prendre le train pour aller dans la ville suivante si les autres se produisaient à nouveau, mais c'est toujours un peu ce côté ambigu de la modernité. C'est-à-dire le Walkman, c'est formidable, on peut écouter, mais en même temps, on se lasse peut-être plus vite aussi. Quand vous ne jouez pas, quelle est votre vie quotidienne? Comment vivez-vous? Alors, la vie a changé, bien évidemment, avec l'âge. Je suis moins impétueux, c'est normal, mais j'aime la vie. Je suis quand même un indécrottable optimiste, quand même. Et j'essaye, alors j'y arrive pas toujours, mais j'essaye un petit peu de remplir ma vie le plus possible. Là, je me remets un petit peu plus à lire. C'est-à-dire que quand on écrit un scénario, c'est difficile pour moi de lire, parce que le cerveau travaille beaucoup. D'ailleurs, je m'en rends compte, parce que souvent, en fin de journée, après avoir travaillé comme ça, je fais des jeux de mémoire, et j'ai toujours 100%. C'est-à-dire que le cerveau est tellement en ébullition que... Alors que parfois, quand on est ramolli, on fait beaucoup d'erreurs. Enfin, ça, c'est pas à vous que je veux le dire, Philippe Bilger. J'imagine aussi que voilà, quand on a des journées très où l'éminence, la matière grise est à contribution, bien évidemment, ça chauffe. Alors il y a une sorte de drogue là aussi. On a envie de. Bon, j'aimerais bien, j'y arrive pas toujours. Il y a des fois où je dis pas que je perds mon temps, mais je prends aussi le temps. Je suis un contemplatif quand même. Mais c'est Raoul Ruiz qui me disait, les gens qui disent qu'ils sont un peu feignants, c'est ceux qui travaillent beaucoup. Il m'avait fait rire, parce que c'est vrai qu'en fait, je travaille du chapeau tout le temps, ça c'est sûr. C'est-à-dire, mais dans le bon sens, hein. J'aime bien lire, j'aime bien regarder, j'aime bien écouter. Là, je prends plaisir avec vous dans cette émission, parce que je savais que je prendrais
un moment agréable de conversation, de pas avoir ces interviews un peu hachées à la va-vite, où on survole les choses et on dit des bêtises. Là, c'est intéressant. Voilà. La vie familiale a du sens pour vous? Oui, très. Oui, ça c'est important. Vous avez 3 enfants? J'ai 3 enfants, et souvent le dimanche, ces derniers temps, notamment pendant la période dite Covid, eh ben, le dimanche, on se retrouvait en famille. C'était plutôt très agréable d'avoir ces 3 enfants qui sont nés les 3 un dimanche d'ailleurs. Mais pas du même lit, comme on dit. Et puis voilà. Alors j'ai un grand garçon, mais j'ai 2 filles encore. Voilà, bientôt 15 ans, il faut surveiller un petit peu les réseaux sociaux, tout ça. Et l'autre à 11 ans, on a encore un peu le temps. Le plus grand songe à faire une carrière comme vous? Ah, pas du tout. Alors il est derrière la caméra plutôt. Et sans vouloir dévoiler son nom, mais il travaille beaucoup ces temps-ci, une boîte qui s'appelle Pfizer, je ne sais pas si vous connaissez. Je lui dis, c'est bien, tu as choisi une boîte qui a le vent en poupe ces temps-ci. Et il est débordé de travail. Ben, tant mieux, une bonne chose. Je suis frappé, Didier Bourdon, puisque dans cet entretien, j'essaye de tout dire. Vous êtes extraordinairement drôle partout où vous passez quand vous décidez. Et en même temps, je sens chez vous une forme de tristesse, presque de mélancolie. Vous n'êtes pas naturellement là, avec moi, un joyeux de rire. Est-ce qu'il y aurait des ombres en vous? Quelque chose qui... ça peut arriver, ça n'est pas du tout un reproche. Non, pas du tout, non, mais je suis naturel. Comme je dis souvent, parce que c'est pas d'aujourd'hui que je suis comme ça, bien évidemment, je m'appelle Bourdon. Donc, non, mais je crois que je suis mélancolique, oui. La mélancolie fait partie de ma vie. Je sais que c'est Souchon qui en avait très très bien parlé de la mélancolie, et on le sent bien aussi. Ça fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé jeune la poésie, j'ai toujours été choqué par la mort de mes grands-mères, tout ça. Mon parrain que j'aimais beaucoup... à la mort de ma grand-mère qui était proche, m'a dit, tu sais, dans la vie, c'est c'est la première fois que ça t'arrive, mais ça t'arrivera plus tard. Enfin, je sais que il m'a aidé. Je sais que voilà, je vois les choses, je peux les voir très vite en noir. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un comique. C'est pour essayer de contrecarrer ça. C'est vrai, donc je veux pas le cacher. 62 ans, mais je suis un optimiste. Mais il y a des matins où je me réveille, où j'ai du mal à. Et c'est pour ça que aussi j'ai accepté. Je sais pas, on parle pas trop bien sûr de religion, mais c'est quand même la fréquence protestante. C'est ça, je pense que la spiritualité est importante. C'est vrai. Parce que la vie, somme toute... Elle compte pour vous, la spiritualité? Ah oui, pour moi, oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Le sentiment que quelque chose nous dépasse. Ah oui. Ah ben heureusement, ça me fait même... parce que moi, avec tout le succès qu'on a, c'est tellement ridicule. Heureusement que... En même temps, là où c'est pas ridicule, c'est que parfois, vous savez, rien, ça vaut tout. C'est-à-dire que, vraiment, dans les plus beaux compliments qu'on ait pu avoir, c'est vraiment des lettres ou des gens dans la rue qui nous disent, voilà, quand j'étais très malade à l'hôpital, c'est vous qui m'avez... les années d'escale, voilà, bon, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont droit à ça, mais c'est vraiment notre travail à nous. Ou en prison, des mecs qui nous disent, ça m'a permis de supporter davantage la solitude. Voilà, c'est cette communion-là qui me plaît, moi. Et dans Les Inconnus, c'est pas par hasard, notre premier film s'appelle Les Trois Frères, il y a un côté famille, un côté à la vie, à la mort, quoi. Vous continuez à vous voir? Oui, on continue non seulement à se voir, on a peut-être des petites choses ensemble. Comme je le disais hors antenne, je peux pas trop en parler parce que voilà. Mais et puis on s'appelle régulièrement, on pense à soi régulièrement. C'est le temps, le temps ces temps-ci même, je dirais presque que le temps nous resserre un peu. On parvient à rester simple et modeste quand on a eu le succès que vous avez eu? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Oui, je pense, oui. Enfin, alors ça fait longtemps maintenant que nous sommes connus. Non, mais je sais pas pourquoi je pensais à Belmondo encore une fois, puisque c'est un peu d'actualité, puis que ça nous a touchés, alors que ça fait 20 ans qu'il était presque parti des... Bien sûr. Je le connaissais pas, mais je sens un mec, d'ailleurs tout le monde me le dit, je crois que c'est un mec hyper sympa. Parce qu'il savait je pense qu'un garçon, il sait très bien que voilà, il faut bien faire les choses, faut prendre les choses au sérieux, mais il faut pas se prendre au sérieux. Voilà, et
Et même pour avoir croisé des Raoul Ruiz ou même des Ridley Scott, je sens quand même des gens qui sont très humbles par rapport à la tâche qu'ils font. Voilà, c'est-à-dire qu'on est sur Terre, il y a eu des gens formidables avant nous, il y en aura formidables après nous, mais parfois les gens formidables connus, mais il y en a des inconnus, enfin, je parle pas de nous. Voilà, donc il va y avoir beaucoup d'humilité. L'humilité, ouais, je pense. Mais moi, c'est pas pour être bien, hein, c'est parce que ça me fait du bien d'être comme ça. J'aurais du mal à être prétentieux, je trouve ça tellement con que Est-ce que le signe de la valeur des inconnus, Didier Bourdon, ça n'est pas précisément le fait que chacun a réussi ensuite tout seul ? Oui, ah bah oui, puis de toute façon, bon, moi ça m'étonne pas parce qu'on était quand même, je pense, on serait pas resté aussi longtemps ensemble s'il y en avait un qui était, s'il y avait Seymour Bruxelles par exemple, il avait son talent, mais on sentait qu'il était moins fait pour ce métier. À un moment donné, c'était de lui-même, hein, il a dit les mecs, je vous abandonne. C'est vrai que c'est un métier c'est un sacerdoce, hein, par moment, parce que on attend des trucs. À un moment donné, ça marche pas. On peut pas faire du 8h midi, 2h 6h. Quand on travaille sur un scénario, on travaille toute l'après-midi, on trouve rien. Quand on est un petit peu allé, parfois on faisait des petits séminaires. Et puis c'est le soir au moment de manger qu'on trouve des idées, oui. Donc ou même à 2h du matin. Donc voilà, c'est un métier à part, c'est un métier quand même, mais ça reste un métier artistique. Jamais de jalousie entre les trois inconnus, aussi bien dans les films que dans les sketchs. Non, à l'extérieur, si, un petit peu, je l'avoue honnêtement, une jalousie saine, c'est-à-dire pareil, c'est-à-dire quand un fait un succès, dire j'espère que moi aussi je pas le côté de ne pas souhaiter le succès de l'autre, mais en fait comme chacun on a nos succès, ça se passe plutôt très bien. Puis en plus avec l'âge maintenant, on a du recul. Mais enfin à 40-45 ans, voilà, quand ça s'est séparé, bon on a eu peur un petit peu. Donc à la rigueur, quand un avait un succès, on était content, on se disait s'il a du succès, moi je peux l'avoir aussi. Et ça nous a certainement un petit peu aidé. Si vous aviez la possibilité, Didier Bourdon, aujourd'hui, de choisir idéalement un rôle, qu'est-ce que vous choisiriez, par exemple, puisque vous lisez beaucoup, dans les grandes œuvres classiques ou les grandes pièces avec un auteur qui n'est pas médiocre, par exemple Molière? Molière, non, sinon il y en a un, c'est Le Roi se meurt, par exemple. Ouais. Ça, c'est un personnage un petit peu... dans Molière, à mon âge... il y a peut-être le malade imaginaire, parce qu'il est très complexe comme personnage. Et le bourgeois Guillaume mais c'est sympa à jouer aussi. C'est-à-dire que Molière, moi j'ai eu tout mépris avec Molière. Alceste, je suis trop âgé. Parce qu'Alceste, en fait, la beauté du personnage, c'est qu'il est jeune, en fait. C'est vrai que si on est un peu trop âgé, je sais que c'est Lambert Wilson qui l'a joué, même si c'est un bel homme et qui fait jeune encore, mais il était presque un peu âgé. Ce qui est touchant chez Alceste, c'est ce côté... philosophe, il a raison, mais il a 30 ans, 35 ans. Et pourtant, je vous verrais bien dire ce texte magique d'Alceste. Et j'ai eu mon conservatoire avec. Ça me ressemble bien, c'est-à-dire quand il est devant Oronte, vous voyez, on va dire que c'est un petit peu le cinéma français, les clans, et qu'il lit son poème Oronte. Le poème est pas nul, comme disait mon prof d'art dramatique. Mais bon, c'est pas non plus, voilà. Et tous les autres sont là, même Philinte, qui n'est pas du poème, mais c'est formidable. Puis Alceste, à un moment donné, il n'en peut plus. C'est un peu moi, c'est pas bon. Non, ce qui est bien, au contraire, c'est ce côté populaire, etc., mamie et tout. Mais ça résume un petit peu ma vie, on va dire ça. Et dans les inconnus, c'est vous qui auriez été plutôt Alceste et Philinte, ça aurait été Légitimus? Philinte, les deux. Bernard et Pascal auraient pu être deux Philintes. Ah mais. Oui. Mais c'est très vrai que Alceste, alors là, c'est très juste, c'est plus moi. Philinte, Bernard et Pascal, très bien. Pascal aurait pu être un très bon Philinte d'ailleurs dans la vie, et Bernard aussi, le côté plus à la poirée. Calme-toi. Mais oui, c'est formidable. Voilà. Et Pascal, un Philinte un peu différent en disant ça sert à rien de se fâcher non plus. C'est marrant ça, c'est assez drôle ce que vous dites. Vous avez eu de très grandes admirations encore aujourd'hui, et si vous aviez à en définir une, qui est-ce qui vous a marqué profondément dans quelque domaine que ce soit, Didier? C'est pas parce que vous allez me dire le général de Gaulle, non? Non, je sais pas, je pensais à Mandela, parce que les filles métisses... Et vous voyez, on parlait de gens qui arrivent. Alors, je connais pas bien ce mec-là, mais quand même, on voit le visage, après ce qu'il a vécu, absolument, ce visage œcuménique.
Bah moi, c'est magnifique. Le tour de force de refuser la vengeance, quoi. Quelle force. Ouais. Voilà. Et Mais un bel homme en plus. Et dans le domaine artistique, si vous aviez à dire une admiration, est-ce qu'on peut parler d'absolu? Ça n'existe pas. Quelqu'un qui profondément vous a marqué. Vivant. Oui, contemporain. Ouais, plutôt. Oh, putain, c'est difficile de dire qu'un seul, mais... Non. Oh là là, il y en a plein. Vous avez aimé jouer avec Christian Clavier? Ah bah oui, Christian Clavier, c'est un très grand acteur. Après, là, je pensais à des gens peut-être un peu plus âgés, parce que on est un peu dedans. Ah oui, Christian Clavier, c'est un monstre dans le bon sens du terme. J'ai travaillé aussi avec Depardieu, qui est un mec incroyable. Un autre monstre. Ah oui. Oui, monstre. Le mot monstre est pas mal, parce qu'il y a un petit côté monstrueux aussi, mais moi, j'ai que de très bons moments avec Depardieu, mais je peux vous dire, je lui souhaite longue vie à Gérard, mais quand il partira aussi, on doit tous partir, je peux vous dire, ça va faire quelque chose, parce que c'est une faconde, c'est aussi voilà, c'est un personnage à part. Après, dans les admirations, il y en a plein, on parlait de Serrault et Poiré, j'avais une grande admiration aussi pour eux. Bourvil, c'est un mec génial. Enfin, De Funès. Enfin, franchement, voilà. C'est ça qui est beau, c'est qu'il y en a plein. Il y a pléthore, oui. Ma dernière question, malheureusement, Didier Bourdon. Le bonheur, ça veut dire quelque chose? C'est du malheur qui se repose, comme disait Léo Ferré. Oui, le bonheur, il y a une chanson allemande, parce que je fais un peu d'allemand depuis quelques années le matin, je me force un peu à faire de l'espagnol, l'allemand. Il y a une chanson de Max Rabe, qui est un personnage un peu étonnant, une sorte d'Antoine de Caunes bizarre, et un chanteur un petit peu bizarre. Comme ça, il y a une chanson qui s'appelle « Aujourd'hui, c'est un jour pour être heureux ». Et il y a une phrase qui est assez jolie dedans, il dit, c'est pas que de lui, mais il dit, il faut pas trop saisir le bonheur, parce que c'est pas fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, mais c'est pas loin. C'est parce que si on veut trop l'attraper, il a peur, il fout le camp. Donc faut le laisser, c'est parfois, il faut pas trop y penser, c'est comme ça qu'on l'a autour de soi. Je vous remercie infiniment, Didier Bourdon. Merci Philippe, et puis à bientôt, j'espère.